Bonjour à tous et merci d'être encore disponible pour suivre l'entretien qui commence déjà, qui termine la partie abordée la fois dernière sur la question de la vérité. Et cette fois-ci, nous venons pour poursuivre notre réflexion en abordant essentiellement la question, mais sous l'angle de l'acceptation, car faut-il le rappeler, parlant de la vérité, ce que nous avons insisté dans la partie qui suivait, c'était que la vérité n'était pas la chose en tant que telle, que la vérité relevait plutôt du jugement moral, du jugement plutôt jugement de valeur en tant qu'acte subjectif, et bien sûr, car les choses en elles-mêmes ne nous disaient pas forcément qu'elles étaient si elles étaient vraies ou si elles étaient fausses, c'est que c'était en réalité notre entendement qui, au contact de ces choses, déterminait si il s'agissait là des choses vraies ou des choses fausses. En fait, la vérité était à chercher, c'est ce que nous avons insisté dans la partie qui suivait, c'était que la vérité était à chercher surtout du côté du dire, de ce que disent les gens. Et Wittgenstein l'a suivi d'ailleurs, que c'est ce que disent les gens qui peut être vrai ou faux. Et de ce point de vue, eh bien, on sortait de la notion tout simplement ontologique de la vérité, c'est-à-dire une notion ontologique, à une notion tout simplement sociale, anthropologique de la vérité. D'où le sens de l'intitulé de notre travail, notre chapitre, c'est pour dire la vérité, une structure socio-anthropologique. C'est-à-dire que la vérité est à chercher plutôt du côté de mœurs, du côté des habitudes, du côté de la culture, du côté de tout ce bagage, tout cet héritage culturel et familial que la personne obtient en vivant, en arrivant au monde, en vivant, et c'est ce bagage-là qui lui permet d'appliquer le jugement de valeur vis-à-vis des choses. Donc, de là, nous avons insisté sur le fait que si tel était le cas, eh bien, nous pouvions comprendre que des vérités qui correspondaient à notre vision, des vérités qui avaient un lien avec ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu comme héritage social, tout simplement, et que tout ce qui partait, qui ne faisait pas partie, plutôt, faisait pas partie de notre monde, de notre héritage socio-anthropologique, tout ce qui faisait pas partie de notre système de pensée, n'avait pas de chance que nous puissions les admettre comme étant des choses vraies. Mais en fait, ce qui est vrai en réalité n'est pas la chose, mais ce qui est vrai, c'est le jugement de valeur que nous émettons vis-à-vis des choses. Eh bien, de là, nous avons évoqué l'idée louvrétienne, qui vient de Bertrand Williams, mais qui a été développée de manière classique, de manière très importante par Jacques Louvresse, qui est celle de se dire, écoutez, certaines vérités sont sans connaissance et certaines connaissances sont sans vérité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une vérité est connue qu'elle est vraie, et c'est pas parce qu'une connaissance et une vérité n'est pas connue qu'elle l'est pas. C'est l'idée tout simplement chez Jacques Louvresse, c'est de dissocier. Pour Jacques Louvresse, en réalité, il nous invite à la dissociation du lien entre vérité et connaissance, pour pouvoir mieux savoir ce qu'il s'agit lorsque nous parlons de la vérité. Car pour l'auteur, en tout cas, l'ambiguïté naît à partir du moment où nous établissons un lien, nous pensons un lien on dirait de causalité, mais un lien nécessaire, un lien de nécessité entre la connaissance et la vérité. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de lien de nécessité entre la connaissance et la vérité. Comme pour dire, toute connaissance ne peut pas être nécessairement vraie, tout comme toute vérité n'est pas nécessairement connue. Ça, c'est en tout cas l'apport du philosophe Jacques Louvresse, un professeur
de Paris 1 Sorbonne, qui est décédé en 2016, janvier 2016, après avoir publié Nietzsche contre Foucault au sujet de la connaissance, le savoir et le pouvoir. En tout cas, Jacques Vauvresse en a fait, tout comme Foucault, a fait de la question de la vérité son centre d'intérêt, en tout cas l'essentiel des problématiques qu'il a abordées. Voilà, donc toute vérité n'implique pas nécessairement une connaissance, toute connaissance n'implique pas nécessairement une vérité. Pour l'expliquer, la fois dernière, nous avons fait recours à deux théories qui, dans l'histoire, se sont vues remplacer. Voilà, donc c'est la théorie de l'héliocentrisme. À l'époque de l'héliocentrisme, toute l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, tout le Moyen Âge a cru, et toute l'Antiquité a cru à l'idée selon laquelle, eh bien, c'était plutôt le Soleil qui tournait, enfin, c'était plutôt, oui, le Soleil qui tournait autour de la Terre. Le géocentrisme plutôt, pas l'héliocentrisme, ça c'est l'inverse. Et donc, cette connaissance a été transmise comme connaissance scientifique avérée. Pendant des siècles, les gens y ont cru. Mais à force de l'évolution, la science et la nécessité du savoir et de la connaissance, eh bien, on est passé à l'héliocentrisme avec Copernic et Galilée, du moins sur le plan officiel. Eh bien, depuis Copernic et Galilée jusqu'à nos jours, tout le monde est d'accord pour dire que en fait, c'est plutôt c'est plutôt la Terre qui tournait autour du Soleil. Les observations ne l'ont pas contredit jusqu'ici. C'est-à-dire jusqu'à aussi à l'avènement des grands télescopes et consorts. Donc, des vérités pouvaient être connues ou pas et rester vérité. Et des connaissances pouvaient être des connaissances connues sans être vraies. Voilà. Et ceci nous a amené à parler de la remarque de Elisabeth Anscombe, qui est une des disciples de Wittgenstein, un disciple préféré de Wittgenstein, qui, elle, faisait cette remarque dans son ouvrage intitulé Treaty and the Trap, que aujourd'hui, il serait même difficile, il serait inimaginable de faire comprendre aux gens que toute vérité n'est pas connue, que toute connaissance n'est pas vraie. Alors qu'il est tout à fait facile de faire comprendre, les gens seraient tout à fait prêts il y aurait plus de gens qui comprennent facilement que toute vérité est connue ou toutes les connaissances sont vraies, alors qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une connaissance qu'elle est forcément vraie. Voilà. Donc cette remarque nous a encore ramené à qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque certaines connaissances, tout en étant fausses, se font passer pour des connaissances vraies. Oui, qu'est-ce qui se passe lorsque certaines vérités ne sont tout simplement pas connues? Alors, à la deuxième question, la seconde question, eh bien, la question, elle est claire. Toutes les vérités qui ne se montrent pas dans ma manière de voir le monde, dans ma forme de vie, dans ma culture, dans mon entourage, dans mon système de pensée, eh bien, je les connais, je ne le vois pas, je ne les comprends pas, je les rejette. Et à la première question, qu'est-ce qui arrive que dans l'histoire des hommes, que dans le monde, que dans la vie de tous les jours, eh bien, certaines fausses vérités, certaines fausses connaissances sans vérité sont quand même passées pour des vérités certifiées, des vérités avérées, des vérités convaincantes. Eh bien, à cette question, voilà, à cette question, il y avait lieu d'évoquer Bertrand Williams, qui développe l'idée de deux exigences
à savoir l'exigence de vérité et l'exigence de véracité. Nous l'avons bien souligné que pour l'auteur, eh bien, plus vous mettez en valeur l'exigence de vérité, eh bien, plus vous avez besoin que certaines propositions, indépendamment de leur véracité, eh bien, soient tout simplement reconnues comme vraies. Vous avez besoin que certaines vérités puissent exister, parce que ça vous structure, parce que ça vous oriente, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous reconforte. Voilà, ça vous procure de la paix, de l'utilité. Alors que plus vous penchez, vous mettez en valeur l'exigence de véracité, eh bien, plus vous remettez en question toutes les vérités existantes. Et c'est vrai que vous verrez que qu'aucune vérité ne serait crédible en tant que telle sur le plan purement objectif. Vous verrez qu'il y aurait toujours à remettre en question, à aller chercher à en savoir plus, et que aucune vérité ne remplirait la condition de véracité nécessaire. Ce qui veut dire que, donc, l'acceptation de la vérité est donc à ne chercher que du côté de la recevabilité, de l'exigence, comme ce que dit l'auteur, donc de l'exigence de la vérité. Voilà. Nous sommes plus dans l'exigence de la vérité, et c'est ça qui fait fonctionner, qui fait qu'il y a autant de vérités connues, autant de vérités répandues. Voilà. Mais maintenant, dès lors, la question, et c'est l'entame vraiment dans le vif du sujet actuel, c'est la question, c'est comment s'effectue eh bien, cette acceptation. Si je ne peux pas, comment est-ce que nous reconnaissons les vérités? Comment cette sélection se passe, quand bien même il s'agit des connaissances qui sont compatibles avec ma manière de penser et tout ça? Comment, en pratique, cela se passe-t-il en pratique? Eh bien, la réponse à la question, nous la trouvons, ou semblons la trouver, chez le philosophe Michel Foucault, qui, dans les années 80, va s'occuper de la question de la vérité, va la creuser, la question de la vérité, surtout en posant la question d'une autre manière, c'est-à-dire que plutôt que de savoir quelles sont les choses qui sont vraies, Foucault va se poser, bon, ce qui est une question épistémique, hein, quelles sont les choses qui sont vraies, c'est la question sur la véracité de ce que nous disons. Chez Michel Foucault, la question de la véracité, elle est à compléter, elle doit être accompagnée par une autre question, qui est celle de la forme du discours. Quelle est la forme du discours du sujet qui dit la vérité? Et cette étude de la forme du discours, parce que comme Wittgenstein, Michel Foucault croyait à l'idée que la vérité était une affaire de discours. Donc, Michel Foucault travaillait sur l'idée d'une vérité discursive. Voilà. Donc, c'est le discours qui, à la fois, manifeste la vérité, qui est à la fois la vérité du sujet, mais aussi la vérité de ce qui est dit, eh bien, et le fait reconnaître, en fait, qui fait reconnaître le sujet par les autres. Car la vérité, l'avons-nous évoqué, est une question de reconnaissance et d'acceptation. Donc, du coup, le discours chez Michel Foucault n'est plus tout simplement une affaire des mots, hein, et de la structuration des mots, mais c'est aussi les mots, les choses, mais aussi le sujet qui les met en symbiose. C'est-à-dire, celui qui tient son discours fait partie du discours en tant que tel. Donc, le sujet fait partie du discours. Donc, pour l'auteur, il existe des formes de discours à travers lesquelles le sujet tenant son discours est reconnu
comme sujet qui dit la vérité. Et le discours reconnu et accepté comme discours de vérité. Alors, et l'analyse des formes, de ces différentes formes de discours de vérité, l'auteur l'appelle une analyse aléturgique. Voilà, une analyse aléturgique de la vérité qui se démarque d'une analyse tout simplement épistémologique ou épistémique de la vérité. Eh bien, et cette analyse, l'analyse aléturgique, porte sur les formes du discours de vérité. Car chez l'auteur, il existe un discours de vérité. Et c'est ce qui fait que dans l'histoire, certaines propositions, certains discours ont réussi à se faire passer pour des discours de vérité, là où d'autres ne l'ont pas fait, d'autres n'ont pas réussi à avoir ce privilège. Bien. Donc, l'auteur nous présente alors 4 formes du discours de vérité. 4 formes. Dites-vous que c'est la forme du discours, c'est-à-dire la manière dont je tiens mon discours. Donc, la vérité devient aussi une question de manière. Et là, nous mettons l'accent sur le sujet qui dit la vérité. Mais il existe aussi des exigences sur celui qui entend le discours. Pour celui qui entend le discours, il y a la préparation à la vérité. Il y a qui implique tout simplement le background, tu as la culture ou le système de pensée, dans le monde, le contexte et consorts. Mais là, nous parlons du sujet qui dit la vérité sous forme diverses, à travers des discours divers. Donc, la première forme, c'est tout simplement la forme prophétique. Pour l'auteur, un discours prophétique est un discours qui est tenu sous une forme qui ne peut que le faire passer ou faire passer le sujet tenant son discours pour un sujet qui dit la vérité. Et cela indépendamment de son contenu, indépendamment de la signification, de la véracité dont pourrait faire l'objet le discours. Alors, mais pourquoi? Ou comment reconnaît-on un discours prophétique? Alors, pour l'auteur, le discours prophétique se caractérise en ceci, qu'il est toujours celui où l'auteur ne parle pas en son nom, mais fait appel à une entité autre, à une divinité. Il parle de la part d'un autre. Il parle de la part d'un autre pour passer un message reçu comme message de la part de cet autre. Et en général, c'est une divinité. Et prophète ici, c'est à prendre dans le sens général de tout autre, tout sujet qui parle de la part d'une autre entité. Tout sujet qui veut révéler une mission donnée, une mission révélée. Car la forme de ce type de discours est telle que le public admet le discours en fonction de la légitimité accordée à cette entité en voyant le sujet qui parle, en voyant le prophète. C'est-à-dire le statut social du prophète lui confère un certain crédit de vérité. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Que le statut social du prophète, eh bien, lui confère un crédit de vérité. Et donc,
il faut déjà être reconnu comme prophète. Donc, si vous n'êtes pas reconnu comme prophète, eh bien, votre discours ne sera pas pris en tant que tel. On va considérer comme étant un discours de vérité. Donc, le statut social du prophète fait que celui-ci peut tenir un discours qui est reconnu dans un contexte bien déterminé, dans une société bien déterminée, avec des valeurs bien déterminées, bien comme étant un discours de vérité. La deuxième forme du discours, c'est la forme sapientiale, ou la forme de l'homme de la sagesse. Évidemment, l'homme de la sagesse livre. Par exemple, nous en Afrique, on dit, il y a un adage qui dit que la bouche du vieux peut sentir, mais ne peut jamais mentir. Donc, on accorde à la vieille personne, aux personnes âgées, le crédit social de vérité. Le statut d'être des sujets qui disent la vérité. Des sujets qui ne peuvent pas mentir. Et ce statut n'a rien à voir avec le contenu de ce qu'ils disent. Un vieux peut tout aussi mentir comme voilà, un jeune, mais le statut social dont bénéficie le vieillard fait que ce qu'il dit à des moments donnés est immédiatement considéré comme étant vrai, sans avoir à se poser des questions sur le contenu, la véracité de ce qu'il dit. Et le discours du sage, contrairement à celui du prophète, c'est que le sage, bien que parlant en son propre nom, eh bien, il utilise un langage ambigu, un langage codé, un langage à décrypter, en fait, mais qui dit les choses non pas de manière directe, mais qui essaie de décrire la situation générale de la vie afin d'en tirer des règles de moralité nécessaires. Donc, le but du sage n'est pas de faire passer un message, contrairement à la forme prophétique, mais de produire des règles de conduite, donc d'être à la base d'une moralité, de mettre en place une moralité ou d'inviter à une certaine moralité à partir des situations qu'il évoque, des situations sociales qu'il évoque de manière anonyme. C'est très important, l'anonymat chez l'homme sage, et en personnel, voilà. Eh bien, pour faire passer un message, mais qui n'est pas perçu, qui ne peut être perçu que par ceux qui savent décoder le discours, qui savent l'interpréter, tout simplement. Donc, le discours de l'homme sage est un discours codé, décrypté, qui, sans tout cet effort, n'a aucun sens, mais qui a son sens que dans un contexte bien déterminé, et puis auprès des personnes qui peuvent le coder, l'interpréter, l'analyser, et qui savent la clé de compréhension et d'interprétation d'un tel discours. Donc, le sage n'est pas évident. Le discours de ça n'est pas évidemment compréhensible. Contrairement au discours du prophète qui vous dit, moi, je vous parle de la part d'un tel qui veut ça, je vous parle de la divinité de tel. Les choses sont un peu plus claires et le destinataire est un peu plus bien, on va dire mieux désigné, en fait. On sait qu'il y a un public destinataire du message du prophète, là où l'homme sage, eh bien sûr, s'adresse à sa société, mais en fait,
toujours de manière anonyme, de manière impersonnelle, codée, et ce qui fait de son discours un discours compliqué à comprendre, le sens, de manière logique et claire. Voilà. Et la troisième forme du discours, c'est la forme pédagogique. Alors, cette forme pédagogique, l'enseignant, dans une institution, a le crédit de vérité, à cette crédibilité accordée et due au fait d'être un enseignant, d'être reconnu par l'institution comme étant celui qui transmet, qui a la légitimité de transmission de connaissances, comme celui qui détient un certain savoir, et donc cela lui procure une certaine crédibilité, de vérité, en quelque sorte, et c'est-à-dire que quand il enseigne, eh bien, son discours est pris pour un discours vrai, et lui-même comme étant un sujet qui dit la vérité, indépendamment de la véracité de ce qu'il dit, c'est-à-dire indépendamment de la question de savoir si ce qu'il dit est réellement vrai, si ou pas, dans le sens de la remarque surtout de Bertrand Russell et Bertrand Williams, l'exigence de la véracité. Donc, nous admettons et acceptons en tant que tel le discours du prophète, de l'enseignant, tout comme de celui du prophète et celui du sage, indépendamment de leur contenu, c'est-à-dire sans se poser la question de savoir si réellement c'est là des discours qui étaient vrais en tant que tels, sans se poser cette question. Eh bien, contrairement aux deux premières formes de discours, à savoir la forme prophétique et la forme sapientiale de l'homme sage, bien sûr, et le discours de l'enseignant, donc le discours pédagogique, lui, a un destinataire bien précis, c'est-à-dire l'élève ou la classe d'élèves qui a sous sa responsabilité, et l'enseignant parle en son nom, même si le savoir qu'il transmet est censé être un savoir reçu, un héritage. Alors, lorsque l'enseignant dispense son savoir, il incarne le savoir comme étant l'auteur comme étant l'auteur en tant que tel. Il est responsable, pleinement responsable, donc, du savoir qu'il dispense. Donc, à la fois, il parle en son nom, mais à la fois, il parle de l'héritage, d'un certain héritage reçu, mais incarné. L'enseignant, eh bien, ne vous dit pas, par exemple, que Socrate enseignait ça, je vous dis ce que Socrate m'a dit de vous dire. Non, il vous dit, voilà, Socrate a dit ça, il a expliqué ça, le savoir, et sous forme de savoir qu'il vous transmet comme produit personnel, comme en tant qu'auteur, en fait, de ce qu'il dit. Et ce qui caractérise la forme, l'adhésion du discours prophétique, enfin, du discours pédagogique, c'est le lien de filiation que son discours crée vis-à-vis de ceux des élèves ou des disciples à sa charge. C'est-à-dire que tout discours pédagogique crée une certaine amitié, une certaine filiation, si bien que chaque disciple se reconnaît un petit peu en son maître. Hein. Le lien il se crée un lien d'intimité et d'amitié, en quelque sorte, de filiation, hein, en quelque sorte. Moi, j'oublierai jamais celle qui m'a initié à la pensée de Wittgenstein, qui était ma directrice de thèse. Donc, je reste lié, attaché à la Sorbonne, à
ceux qui m'ont conduit, mes profs et tout ça, ils restent mes pairs, en fait. Donc, le discours pédagogique, en tant que discours de vérité, eh bien, a ça comme effet, en fait. Produit cela comme effet, c'est-à-dire l'engendrement, c'est-à-dire la filiation comme relation qui relie eh bien l'enseignant et son disciple. Alors, la dernière forme, parce qu'on en a parlé, on a dit qu'il y en avait 4, il y avait, pour rappel, la forme prophétique, la forme sapientiale, donc la forme de la sagesse, et la forme pédagogique. Et puis, et nous avons dit que la forme pédagogique, la première forme ne crée pas forcément la filiation, même si la forme prophétique, elle peut aussi créer de l'adhésion, mais pas de la filiation en tant que, même si ça peut se faire, mais la forme de la sagesse, elle ne crée pas, elle crée de l'information, pas forcément de la filiation, même si ça peut arriver que la société qu'une société puisse s'identifier à une figure particulière, à un sage particulier. Par exemple, la société grecque, elle pouvait aussi s'identifier à Socrate ou à Aristote ou à Platon, à Diogène, à Épicure et aux autres. Et donc, la filiation par le discours pédagogique est direct. Lui, il est direct. C'est-à-dire que les élèves aiment leur maître, les élèves aiment leur prof et pensent que leurs profs disent la vérité. Voilà. Et donc, la quatrième figure, c'est la figure parésiastique. Et c'est là où vous voyez que on comprendra que l'auteur explique et estime même que c'est là la forme de dire vrai et par excellence. La forme parésiastique. Alors, par parésia, le parésiaste, celui qui fait l'objet de cette forme de discours, c'est un parésiaste. Alors, par parésia, vous entendrez avec Michel Foucault le fait de dire la vérité sans réserve, de dire la vérité coûte que coûte, le fait d'aimer la vérité à tout prix, quelles que soient les conséquences, quel que soit le prix à payer, quels que soient les obstacles à cela, la privation de liberté à cela. C'est-à-dire que l'homme parésiaste, c'est l'homme qui, de manière délibérée, dit la vérité. C'est-à-dire c'est l'homme, le sujet, qui au nom de la vérité, est prêt à tout, et est prêt à tout briser pour dire la vérité. Donc le discours parésiastique est un discours franc, d'une franchise absolue, et est un discours qui prend, qui est conscient du risque encouru, du risque de vérité, lequel peut aller au sacrifice de sa propre vie, jusqu'à la perte physique du sujet, et un risque conscient et décidé. Et voilà, c'est ce discours qui, brise toutes les chaînes, toutes les peurs qu'il peut y avoir, qui n'a pas peur de l'autorité, mais qui n'a pas peur de toutes les conséquences, qu'elles soient physiques ou des hostilités liées au discours, mais elle le dit en toute conscience. C'est ça, la forme du discours parésiastique, c'est une forme directe, la vérité pour la vérité. Je dis ce que je pense, un point c'est tout. Je dis ce que j'ai entendu, ce que je pense être vrai. Le parésiaste, c'est celui qui adore la vérité, celui pour qui la vérité est la valeur absolue.
c'est-à-dire le seul fait de savoir que telle chose est vraie, suffit pour le dire, pour briser toutes les chaînes, pour prendre tous les risques possibles. Eh bien, l'homme qui agit ainsi se montre comme étant un sujet qui dit la vérité. Et son discours est souvent pris pour vrai par d'autres, reconnu en tant que tel comme étant un discours de vérité. Rappelons-nous que Foucault parle du discours de vérité, qu'il existe un discours de vérité, qu'il existe une forme de politique de vérité, qu'il existe un pouvoir de vérité, qu'il existe un jeu de vérité, qu'il existe une histoire de vérité. Eh bien, justement, la parésia est à la fois le fait de dire la vérité par le discours, mais à la parésia est surtout un jeu de vérité, et je veux l'expliquer maintenant. Pour Michel Foucault, pour que le sujet parésiaste, parce qu'il est le seul qui pour lui a le courage de vérité, c'est-à-dire c'est l'expression par excellence de la vérité, parce que pour lui, la vérité impliquait nécessairement d'être courageux, de risquer. Hein. Donc le courage et le risque sont les deux facteurs qui caractérisent donc le discours parésiatique, le discours de vérité. Eh bien, la parésia devient un jeu qui se joue au moins à deux. Pour qu'il y ait accomplissement parésiastique, il faudrait que deux partenaires puissent s'engager dans ce jeu en respectant les règles. C'est-à-dire que autant il est nécessaire pour le parésiaste, pour le sujet disant la vérité, de prendre en compte tous les risques, d'accepter, d'admettre, d'endosser toute responsabilité liée à son discours et de n'obéir qu'à la seule règle de vérité, c'est-à-dire de n'être accroché à la vérité et de le dire sans rien en cacher, sans avoir peur de représailles, des hostilités, de dire la vérité à tout prix. C'est le franc-parler absolu. Eh bien, pour qu'il y ait donc accomplissement parésiastique, cela ne suffit pas. Donc, encore faut-il qu'en face, le partenaire, le destinataire du message, ça peut être un individu, comme ça peut être une société, comme ça peut être une classe sociale, eh bien, que cette classe sociale prenne en compte l'idée que toute personne qui se livre à dire, à exprimer ce qu'elle pense comme étant vrai, eh bien, cette personne mérite protection, mérite écoute et prise en compte de ce qu'elle dit pour que le jeu parésiastique puisse être une réussite. Mais si au contraire, celui qui entend le parésiaste, celui qui est en face du parésiaste, le destinataire du message, au lieu de comprendre, de prendre le parésiaste pour celui qui est déterminé tout simplement et qui s'exprime en raison de la vérité qu'il a eue, et c'est tout à fait légitime et normal, au lieu de penser de cette manière-là, se livre à des représailles vis-à-vis du sujet, eh bien, à partir de ce moment-là, le jeu parésiastique a failli et que le discours du sujet cesse d'être considéré comme discours de vérité. C'est-à-dire, au lieu d'être pris pour vrai, le discours du parésiaste devient tout simplement une attaque, une folie, et le sujet s'expose
au lieu d'être reconnu, enfin, au lieu de s'exposer à une, enfin, au lieu d'être reconnu, le sujet s'expose à de la diabolisation pure et simple. D'où le caractère complexe de l'expression, du dire la vérité, du discours de vérité. Le dire la vérité devient complexe. Pourquoi? Parce que tout discours de vérité implique nécessairement le courage, le risque, la peur de vérité. Alors, la peur de vérité, aussi bien du côté de celui qui dit la vérité, parce qu'il va falloir peser le pour et le contre. Donc, dans nos sociétés, on nous dit, avant de dire quelque chose, il faut tourner 1000 fois sa langue. Donc, vous voyez que on met tout en place pour décourager le parisiasme, pour décourager de dire la vérité. On nous dit encore que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, la société s'arrange pour empêcher que les gens disent certaines vérités. Voilà. Et on vous dit même que, et voilà, donc toute vérité n'est pas bonne à dire. Avant de parler, il faut tourner 1000 fois ou 10 000 fois sa langue, que la vérité blesse. Donc des adages comme ça qui sont taillés sur mesure pour empêcher les sujets qui ont des vérités dont ils pensent être légitimes à les prononcer. Donc la liberté d'expression, c'est aussi un jeu de vérité, car elle permet aux parisiastes, à ceux qui pensent, de dire ce qu'ils pensent, et à ceux qui entendent le discours, de jouer le jeu de la parésia, le jeu de l'expression de liberté, c'est-à-dire celui d'accepter ce que disent les gens, que ça les arrange ou pas, mais de l'accepter en tant que tel, comme étant des choses tout à fait légitimes, que cela les arrange ou pas. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la peur, c'est-à-dire le moment où la peur est vaincue, dans tous les deux, ça dit aussi bien concernant celui qui dit, le sujet qui dit la vérité, mais aussi concernant celui qui entend. C'est seulement lorsque ces deux partenaires dépassent la peur et l'hostilité qu'il peut y avoir à entendre une vérité, que s'accomplit réellement ce que l'auteur appelle le jeu de vérité. Le jeu le parésiastique est un jeu déjà à deux. Voilà. La peur de la vérité, c'est ce qui exclut le débat. La peur de la vérité, c'est aussi ce qui donne la forme dogmatique à certaines vérités. Car l'homme qui a peur de la vérité, en tant que celui qui dit, il ne le dit pas, ça muselle, c'est le silence, l'imposition du silence, l'invocation de l'autorité, l'invocation du respect, de la moralité, tout ça, ce sont des outils pour étouffer la vérité, parce qu'on a peur de la vérité, on cherche à tout prix des moyens pour museler, les fermer les bouches, et dans ce risque ou dans cette peur de vérité, les choses peuvent aller jusqu'à vouloir éliminer physiquement le sujet qui dit cette vérité. Comme ça, on reste tranquille parce que la vérité est parfois agressive à entendre. La vérité nous dénude, la vérité nous sort de notre confort. La vérité, parfois, nous fait tomber les masques. La vérité peut nous faire en sorte que l'esclave se libère. La vérité peut faire en sorte que c'est-à-dire que celui qui exerçait son pouvoir perd le pouvoir. En fait. C'est là de la complexité de la vérité, c'est que ça libère et ça permet de voir clair.
Voilà. Donc, du coup, la peur de la vérité, eh bien, s'exprime par le refus du débat, parce que dans le débat, tous nous venons nous sommes égaux dans un débat. Les partenaires, enfin, dans un débat équilibré, les participants sont censés être égaux, dans le sens où chacun d'eux pouvait donner son idée et, de manière légitime, c'est-à-dire que chacun est censé détenir une part de vérité. On ne peut pas aller à la discussion ni au débat sans prendre en compte l'idée que peut-être la vérité peut sortir, peut venir de tel ou de tel autre participant. On ne peut pas aller à un dialogue avec l'idée qu'on est seul détenteur de la vérité, parce que ça ne sert à rien d'aller débattre ou d'aller discuter ou de trouver un consensus social. C'est ce que d'ailleurs dit Habermas dans son ouvrage Éthique, l'éthique de la discussion, mais aussi discussion et vérité. C'est ce que développe l'auteur, en fait, Jürgen Habermas, un philosophe encore vivant d'ailleurs, un philosophe allemand très célèbre donc dans le domaine. Et bien justement, nous ne pouvons pas aller à une discussion, un dialogue ou un échange et espérer un consensus si chacun pense qu'il est détenteur de la vérité absolue. C'est-à-dire si d'emblée, je me positionne comme étant celui qui détient le monopole de vérité, eh bien, ça ne sert à rien. Et la peur du débat, la peur de la discussion, la peur des consultations, que ce soit en politique, que ce soit en famille, que ce soit dans tous les domaines de la vie, eh bien, naît du fait qu'on a peur de perdre tout simplement un certain monopole de vérité. On a peur que nos convictions ne puissent être ridicules, on a peur de perdre un certain ancrage. C'est cette peur-là qui tombe. Et le parésiaste, c'est l'homme qui brave cette peur. L'homme qui dit ce qu'il pense, l'homme qui écoute aussi, écoute ce qui est dit, même si cela est contraire à sa culture, à ses valeurs, mais il entend au moins la raison. L'homme parésiaste est à l'écoute, à la recherche, est toujours à la recherche, de manière inlassable, bien de la vérité. Donc la peur du parésiaste, c'est à la fois la peur pour dire la vérité, mais aussi la peur pour entendre la vérité. Entendre quelque chose qui vient me convaincre. Car dans la vérité, il est question d'arguments, il est question de montrer, il est question d'analyser, il est question de justifier la vérité. D'où, tout à l'heure, nous avons évoqué avec Bertrand Williams l'exigence de véracité. Donc, il est question de répondre. Lorsque je dis que telle chose est vraie, encore faut-il que je dise pourquoi je pense que telle chose est vraie. Mais souvent, les personnes considèrent comme vraies des choses qui sont tout à fait justes en vertu de la conformité des choses vis-à-vis de ce qu'ils ont comme culture, comme vision, mais en même temps, elles veulent faire de cette adhésion l'objet d'une démonstration qui, elle, n'aurait rien à voir avec ça. C'est ça le problème, en fait, chez beaucoup, c'est que nous acceptons les choses comme étant vraies, non pas pour des raisons objectives, c'est-à-dire démontrables, mais pour des raisons tout simplement de confort culturel et tout ça. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de parler de cette vérité, de légitimer la vérité, on veut faire recours à des arguments qui, eux, se veulent être objectifs plutôt. Donc, c'est ça le problème. C'est de vouloir défendre, par exemple, la croyance sur base des arguments objectifs. Or, tout argument objectif a ceci comme caractéristique, c'est-à-dire qu'il est discutable, contredisable, maîtrisable.
s'il faut dire, évoquer l'expression qui est en vogue dans nos médias congolais, maîtrisable. Or, l'homme qui a sa vérité conviction, ce que j'appelle une vérité conviction, c'est toute vérité qui relève tout simplement d'une vision culturelle, d'une éducation, du fait que, eh bien, toutes ces vérités convictions, on veut en faire des vérités objectives. Et c'est ça le problème, en fait. Mais maintenant, une vérité conviction ne saurait être défendue, eh bien, sur base des arguments objectifs, parce qu'une vérité conviction n'a pas assez d'arguments objectifs. Seules les vérités objectives dans le sens scientifique, s'ouvrent au débat et peuvent être défendues sur base des arguments objectifs. Par exemple, je vous dis que vous vivez l'héliocentrisme. Si vous refusez, écoutez, pas de problème, vous allez dans un centre dans un observatoire spatial, vous prenez les jumelles, vous regardez, prenez les lentilles. Galilée disait au tribunal d'inquisition, on dit qu'il lui demandait de renoncer à ces affirmations selon lesquelles c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil, qu'il y avait d'autres planètes. Il m'a dit non, mais je n'ai rien à vous dire, je ne cherche pas à vous convaincre. Je ne cherche pas à vous convaincre. Observez vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal d'inquisition n'a pas à refuser d'observer. La peur de la vérité. Le tribunal s'est contenté d'un passage biblique, Josué le chapitre 3, où il est dit que Dieu a arrêté le soleil pendant 3 jours. Donc c'est le soleil qu'on a arrêté et pas la terre. Donc ça veut dire que c'est le soleil qui tournait et pas la terre qui tournait. Parce qu'on ne peut arrêter que quelque chose qui tourne. Galilée vous leur dit, mais non, mais c'est pas ce que j'observe. Ce que j'observe, c'est que c'est nous qui tournons. Eh bien non, observez, ils refusent l'observation. La peur de la vérité. Et s'ils observaient, peut-être que, mais ils refusent d'observer, les juges refusent d'observer pour ne pas voir le contraire, en fait. Et se contentent d'un passage biblique, tout simplement. Voilà. Un passage biblique qu'ils ne peuvent pas démontrer. Parce que sur ça, il n'y a pas de démonstration. Car c'est un récit transmis, il n'y a pas de démonstration. Donc c'est facile. On peut condamner en fonction d'un récit et dire, voilà, tant que ça s'est passé comme ça. Voilà. L'opposition entre une vérité conviction et une vérité objective, une vérité, on va dire, scientifique. Voilà. Donc, c'est ça qui nous amène parfois à avoir un débat qui n'a aucun sens lorsqu'on parle de la vérité. Je voudrais ici aussi réagir à une question. C'est quelqu'un qui a suivi la présentation de mon livre, de ma thèse, tel que je suis en train de le faire, me dit, mais qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de la foi? Est-ce que Dieu existe ou pas? C'est vrai? Et est-ce qu'on peut... il y en a qui m'ont dit, est-ce qu'on peut servir Dieu et être logicien ou philosophe? C'est simple. Tous ceux qui m'ont bien suivi, qui ont suivi les parties, vont comprendre qu'en fait, en réalité, lorsque nous ramenons la question de la vérité à la pure dimension socio-anthropologique, c'est culturelle anthropologique, c'est-à-dire on ouvre la possibilité de croyance. Alors, ce qui est dit ici n'est pas la négation de la croyance en tant que telle, c'est justement la justification de la croyance. Il ne s'agit pas de nier ou de légitimer des vérités, en fait. Nous occupons ici sur le plan de la logique. La logique n'est pas là pour légitimer, pour répondre à la question de savoir quelles sont les vérités qui sont vraies et quelles sont les vérités qui sont fausses. La logique, elle est là pour éclairer les gens
dans l'application du jugement de valeur qu'ils font, eh bien, de montrer le sens du mot, le sens du concept lorsqu'ils l'évoquent. Donc, la vérité en tant que jugement moral, eh bien, c'est aussi un jugement, enfin, en tant que jugement de valeur, ben, c'est aussi un jugement de valeur que lorsque je pense que Dieu existe. Mais c'est à moi d'expliquer pourquoi, c'est à moi, en fait, de savoir, est-ce que je le dis parce que je l'ai vu, ou est-ce que je le dis parce que c'est lui qui me l'a dit, ou est-ce que je le dis parce que j'ai entendu, ou est-ce que je le dis parce que j'en ai vécu l'expérience. En fait, nous restons là dans des expériences subjectives qui n'ont rien à voir avec toute question objective. C'est-à-dire que la fois dernière, j'en ai insisté aussi, c'est-à-dire je crois parce que c'est ma culture, c'est mes valeurs, c'est mes repères, et j'ai pas à soit me justifier, soit chercher à convaincre une autre personne à partager ma conviction, sauf si la personne rentre dans ma manière de voir les choses, eh bien, pour comprendre d'elle-même le sens de telle ou telle conviction, pour faire le sienne les convictions qui, au départ, sont les miennes par rapport à ma culture, à moi. Parce que c'est le langage qui nous transmet la connaissance, la vision du monde, c'est aussi le langage qui nous transmet la croyance, c'est aussi le langage qui nous transmet la connaissance. Donc tout part du langage. Déjà, à partir du moment où je ne parle pas, nous ne parlons pas la même langue, où il y a plus de chances, plus de raisons que nous ayons des convictions différentes. La foi, justement, naissant des convictions. La foi est une question de conviction. On ne peut avoir de la foi que celle dont on a des convictions nécessaires. Autrement, il ne s'agit pas il n'y a pas de foi. Voilà donc, je dirais à cette personne que à partir du moment où nous vous disons que la vérité est plutôt l'adhésion ou pas, l'expression de cette adhésion ou pas en tant qu'expression de jugement de valeur ou pas vis-à-vis de certaines propositions. Et d'ailleurs, même en science, on est toujours dans la croyance, dans la mesure où, eh bien, les vérités ne sont pas définitives, elles sont toujours à revoir. Donc, c'est-à-dire que ce que nous sommes, et dans la science, on ne parle pas des vérités, on parle des hypothèses. Des hypothèses, en science, on parle des hypothèses. Dans d'autres domaines qu'on parle de vérité, même quand on parle de vérité en science, on parle de vérité de manière provisoire. Des vérités définitives en science n'existent pas. Et c'est pour ça que la philosophie ne s'occupe pas des réponses, ne s'occupe pas de ce qui compte en philosophie, n'est pas des réponses ou des découvertes, tout ça, non. La philosophie s'occupe de la question, de la formulation de la question, de la curiosité, de l'intuition, en fait. Donc, la question de la foi, j'ai vu un prêtre essayer de répondre à la question, à la démonstration, à sa manière, donc alors, il passe de pourquoi vous croyez, parce que la question qui lui est posée, c'est pourquoi vous croyez en Dieu. Il passe de cette question à la question Dieu existe, il explique, il donne ses raisons, qui sont ses raisons. Et il parle du mouvement, donc il parle des éléments de philosophie, et après, on va dire, évoqué chez Saint Thomas, c'est Thomas d'Aquin, donc le prêtre est thomiste, il a un langage du moins thomiste, sachant que Thomas d'Aquin est aristotélicien, donc Thomas d'Aquin se base d'Aristote, discours d'Aristote, pour démontrer l'existence de Dieu. Descartes en a fait aussi les preuves de l'existence de Dieu, tout le monde peut en faire, et c'est légitime. Et Socrate et
enfin, justement, Aristote est disciple de Platon. Voilà, lorsque Platon construit son école, le lycée, ben, le tout premier étudiant qui arrive, c'est Aristote. Et Platon est disciple de Socrate. Donc, lorsque le prêtre évoque saint Thomas d'Aquin, il évoque en fait la philosophie antique. Il évoque toute la philosophie antique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il évoque saint Thomas pour évoquer le mouvement. Il dit oui, rien qu'à observer, donc il invite à l'observation de la nature, et donc rien qu'à observer la nature, vous verrez que dans la nature, il y a une certaine organisation, une certaine ingéniosité, une certaine beauté qui ne peut que nous faire penser à l'existence de Dieu. Ben, là, c'est lui. Parce que lorsqu'on observe aussi dans la nature, il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que l'organisation. Dans la nature, il y a aussi le désordre, il y a le tsunami. Un Haïtien qui a connu toutes les catastrophes naturelles détruisant son pays, vous aurez du mal à lui dire que la nature était belle, était organisée, elle était... non. Ceux qui sont à pomper des villages engloutis après des éruptions volcaniques, vous n'allez pas leur dire que la nature, disons que la nature est aussi menaçante. Elle n'est pas que organisée. C'est aussi l'homme qui organise la nature. Donc, Heidegger parle du Dasein, de celui qui organise. C'est aussi l'homme qui essaie de donner sens à la nature, d'entretenir son espace de vie. Imaginez-vous ici en Europe s'il n'y avait pas des maisons adaptées. Si on vivait seulement en hiver, la nature organisée, non. On vit aussi une nature à la fois organisée, à la fois menaçante, agressive, qui vis-à-vis de la vie, hein, qui empêche aussi la vie. La nature ne fait pas que faire émerger la vie. La nature fait aussi émerger la mort, la destruction. S'il y avait quelqu'un qui vivait sur Mars, je dirais, écoutez, non, arrêtez. Donc, sur Terre, c'est aussi l'homme qui donne sens à son espace, qui donne sens à la nature, qui fait que la nature soit la plus vivable possible. Donc, selon les interprétations, selon les cultures, nous pouvons y voir ou pas une preuve de l'existence d'une force supranaturelle ou pas. Enfin, ou pas. Donc, nous sommes là sur un argument qui est tout à fait subjectif. Donc, tout dépend de l'interprétation qu'on donne. Deuxième argument, le mouvement. La question du mouvement. Paradoxalement, depuis les Georges Lemaître, qui ont mis en place la théorie du Big Bang, la question du mouvement a aussi été, la notion du mouvement a aussi été la même notion qui a conduit à se dire que plutôt que de penser à une force, à un architecte, il faudrait peut-être penser à un événement, une explosion, donc le Big Bang est le terme qui sera utilisé. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement dans la nature aujourd'hui parce que une explosion a mis les choses en mouvement, a donné naissance à la matière. Donc, quand vous parlez du mouvement, il y a même décélération du mouvement. Les astrophysiciens sont tout à fait d'accord pour dire qu'en réalité, le mouvement dans l'univers, l'expansion de l'univers, eh bien, veut dire qu'au départ,
Et le sens même de l'expansion, c'est toujours du centre vers les bornes, tout en faisant des spirales, montre qu'en réalité, qu'au départ, l'univers était rétréci, jusqu'au point zéro, c'est-à-dire sur le point où l'univers a la taille de la tête d'une aiguille, donc le point même invisible, et de là, il y a eu comme une explosion qui a mis tout ça en expansion et qui a donné lieu à des quarks. Et là, je réponds à le troisième argument, c'est que c'est l'organisation, l'atome. On ne sait pas comment c'est composé, mais non, on sait comment c'est composé. L'atome est d'abord, c'est des quarks. Et des quarks, il y a formation des protons et des neutrons. Les protons et les neutrons par la force de cohésion. Non, par comment ça s'appelle, on n'appelle pas cette force-là. Ouais. Se forme, quand il y a association de protons et de neutrons, ben, ça forme un atome, tout simplement. Ça forme un atome. Et, parce qu'il a parlé de la molécule, ben, la molécule, c'est lorsqu'un certain nombre d'atomes se rassemblent, eh bien, ça forme une molécule. Et la force qui permet qu'une molécule, la force, c'est la cohésion. Quand on parle de la cohésion, c'est ça la force qui permet que des atomes se mettent ensemble pour former une molécule. Une molécule d'eau, H2O, bah, un atome d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, ben ça y est. Donc, 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Si vous avez 3 atomes d'hydrogène et 5 atomes d'oxygène, vous avez une autre matière qui n'est plus l'eau. En tout cas, l'eau telle que nous la consommons, en fait. Et lorsque vous avez des molécules, lorsque un certain nombre de molécules se mettent ensemble, eh bien, ils donnent lieu à ce qu'on appelle une cellule. Une cellule. Et à partir d'une cellule, on entame la phase vitale. La vie apparaît à partir du moment où il y a une cellule. Par exemple, les bactéries, les virus, voilà. Vous commencez à avoir une vie monocellulaire. Sans vouloir dire des bêtises, parce que là, je sors un peu de mon domaine, ma zone de confort. Et lorsque plusieurs cellules se mettent ensemble, s'organisent, ben, ça donne lieu à, le mot déjà sort, l'organisme, un organisme. Un organisme, c'est l'ensemble de plusieurs cellules. Tout simplement, c'est les cellules qui se mettent ensemble, qui se coordonnent, qui se remplacent et qu'on sort. Vous avez un organe. Voilà. Vous avez un organe. Maintenant, lorsque plusieurs organes se coordonnent autour d'un cerveau, eh bien, vous avez un organisme humain, voilà. Vous êtes vraiment dans la vie animale, telle que nous la voyons, et la vivons, en fait. Donc, c'est des échelles de vie, et après, c'est tout. Donc, nous sommes en fait, la vie animale, c'est une vie pluricellulaire. Donc, c'est des organismes. L'organisme humain, c'est des organismes. Les bactéries, les virus, ça peut être monocellulaire. En deçà des bactéries, donc vous avez plus de vie, la vie disparaît. Eh bien, vous avez que des molécules. Et après, des atomes, des quarks, des protons, neutrons, des quarks. Voilà. La matière, elle se structure, et c'est ce que le prêtre appelait la complexité de la matière. La matière se complexifie au fil des années. L'univers ayant l'âge de 14 milliards d'années, à peu près, autour de 14 milliards, en tout cas, les atomes. Mais maintenant, est-ce que forcément on va voir un artiste? Maintenant, ça dépend. La question, elle est ouverte. La question, elle est ouverte. Selon les cultures, selon
l'éducation, selon le contexte, selon la vision du monde, chacun donne sa réponse et les gens sont tout à fait libres. Donc, mais maintenant, ce qui m'a intéressé dans l'intervention, c'est la finalité quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'une facture, il y aura une facture à payer pour ceux qui ne revenaient pas à Dieu, en fait. Pour ceux qui ne croyaient pas à Dieu, il y aurait une facture à payer. Là encore, on se dit, mais tiens, si la personne déjà est sur le plan de la logique, hein, je ne rentre pas dans la légitimité, il est légitime de croire ou de ne pas croire. C'est légitime. Et tout dépendant de l'éducation, de la colonisation, de la France-Afrique, de l'OTAN, de l'impérialisme, ou je sais pas, de tout. Tout peut justifier une croyance. Mais maintenant, si la personne n'est pas dans cette, n'est pas préparée à ça, par exemple en Asie, dans la pensée bouddhique asiatique, ben, vous allez parler de la facture, la personne ne vous comprend pas en fait. Parce que dans sa culture, tout simplement, ça n'existe pas. Il croit à la réincarnation, la doctrine de la samsara, dans le bouddhisme, du grand véhicule, c'est la samsara, la réincarnation donc de l'arbre après la mort, c'est-à-dire qu'après ils meurent, ils sont un arbre, après ils meurent, ils sont un animal, après. Donc on est dans le cercle jusqu'à ce que on sortira peut-être un jour du cercle. Mais sinon on est dans le cycle en fait, le cycle de la vie. Ça c'est leur conception à eux. Et c'est légitime pour eux. Quand vous lui parlez de la facture, vous lui parlez de ceux qui ne croient pas sont, mais ils vous entendent, ils ne comprennent pas ce que vous dites en fait. Voilà. Donc c'est complexe de vouloir justifier la vérité conviction par la voie de la démonstration et de l'objectivité. Ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas sa voie, en fait. La foi de la conviction ne se discute pas, ne se démontre pas. J'ai ma conviction, c'est bon. Si tu veux comprendre ma conviction, observe-moi, observe ma manière de vivre, rentre dans ma culture, dans mon monde pour la comprendre, et après, si vous êtes convaincu, ben ça y est. Mais je ne peux pas vous l'imposer ou vous expliquer et espérer que vous puissiez changer. C'est pas possible. Donc justement, la défense de la vérité conviction, c'est une faute. La vérité conviction, elle se défend pas, elle se discute pas, elle se discute pas, mais elle se découvre, elle se vit. Et sur ce, je m'arrêterai à ce que Wittgenstein a dit dans le Tractatus philosophique-philosophique-nous, il dit tout ce dont on peut dire, il faut garder silence. C'est-à-dire que face à des convictions des personnes, il faut garder silence. Il faut laisser les personnes observer ou pas. Donc, les observer dans le silence, sans commentaire en fait. Parce qu'il s'agit tout simplement pas de vérités convictions. Et à chaque fois qu'on veut défendre des vérités convictions, comme si elles étaient des vérités objectives, on ne va pas loin. Ça ne marche pas, en fait. Parce que des personnes, dans ce mode de démonstration, ils vont vous demander des preuves tangibles et non pas des imaginations, et non pas de méditation. Ils vont vous demander des preuves tangibles, des faits. Or, on n'aura pas des faits. On n'aura pas de faits à fournir, forcément. Donc, il y a un autre livre qui est sorti sur la question, mais vraiment, à mon sens, je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Vouloir défendre par les arguments, par les faits, vouloir convaincre pour des convictions, pour moi, ça ne marche pas. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici, j'espère, et voilà.
ça a été un plaisir et je vous promets pour une autre